Nous avons l'honneur de vous présenter la chute du sujet âgé, dont l'intitulé ou le libellé est la prise en charge des complications. Donc, pour mener à bien cet exposé, nous nous sommes fixés quelques objectifs. Il s'agit de définir quelques concepts de la chute du sujet âgé, d'identifier également les complications versus conséquences de la chute du sujet âgé et de planifier la prise en charge. Il s'agit d'un exposé qui va s'articuler autour d'un mini-plan que nous avons organisé et comme suit. Nous allons tout d'abord parler des généralités qui nous permettront de comprendre les complications et enfin parler de l'intitulé même de la question. D'abord, les définitions. Il s'agit ici de définir d'abord la chute. Comme nous l'avons vu en fait précédemment, il s'agit d'un changement de position non intentionnel d'une personne qui se retrouve au sol ou qui se frappe sur un objet. Cette définition, nous la tenons de Douglas Kiel. Il s'agit d'un auteur canadien. La chute devient répétée quand vous avez au moins des épisodes sur une période de 12 mois. Le plus souvent intéresse les sujets dont l'âge varie autour de 70-75 ans. Pour chuter, il faut d'abord animer une marche. La marche, c'est une activité locomotrice qui est caractérisée ou, disons, dédiée aux bipèdes. Il s'agit alors des êtres humains. La marche se caractérise par une propulsion au décollage, une absorption à l'atterrissage et une stabilité à l'appui. Donc, il faut avoir tous ces items complets pour pouvoir marcher correctement. La personne âgée, en accord avec plusieurs travaux et canadiens, le seuil de 65 ans a été retenu pour caractériser une personne âgée. Le plus souvent, cette personne âgée s'accompagne d'une fragilité. Nous, dans notre contexte orthopédique, c'est essentiellement l'ostéoporose qui constitue la fragilité majeure en orthopédie. L'ostéoporose, c'est d'abord une baisse de la densité osseuse qui se caractérise par un trouble de la microarchitecture trabéculaire osseuse et une fragilité osseuse, exposant alors à un risque élevé de chute. La fragilité se définit étant comme un état médico-psychosocial instable. Donc, vous voyez, tous ces facteurs ont été déjà prédéfinis précédemment. Quels sont les facteurs qui exposent alors à un risque de chute? Il y a des facteurs qui sont extrinsèques et des facteurs qui sont intrinsèques. Les facteurs intrinsèques sont les facteurs qui sont liés à l'individu. Il s'agit d'une diminution physiologique, par exemple, de l'équilibre, une modification de l'acuité visuelle, une faiblesse musculaire importante, ou simplement les patients qui sont sous une polymédication ou une polypharmacie, c'est-à-dire un patient qui prend au moins 4 médicaments par jour, dont essentiellement les psychotropes et les anticonvulsivants. Donc ce sont ces médicaments qui exposent de façon intrinsèque à un risque énorme de chute. Il y a les comportements qui est aussi à décrier. Il s'agit de l'habitude d'abord alimentaire, un sujet qui s'expose par exemple à une prise excessive ou constante de l'alcool. Il y a des comportements à risque, par exemple une vieille personne qui monte sur un tabouret ou une vieille personne dont la caractéristique intérieure de sa chambre n'est pas tout à fait organisée. Il y a l'environnement. L'environnement, vous avez l'environnement interne et l'environnement externe, comme nous l'avons dit, les maisons. La conception en fait intérieure des maisons, les types de carreaux. Il y a également les routes, leur caractère vétuste ou même accidenté, ou des trottoirs qui ne sont pas du tout adaptés. Ce sont
des circonstances qui exposent à un risque élevé de chute et rejoint alors les causes extrinsèques des risques de chute, l'environnement. Nous avons tous ces éléments qui concourent à organiser facilement un risque de chute. Telles sont les considérations générales autour des chutes que vous devez normalement comprendre pour comprendre ultérieurement les complications versus conséquences. À long terme et à court terme, excusez-moi, les douleurs, les contusions, les dermoabrasions, les lacérations constituent les signes physiques qu'on peut être amené à détecter rapidement sur un chuteur. Il y a le stress qui constitue un pivot central qui favorise le glissement chez le sujet âgé. L'incontinence urinaire, c'est des détails que vous avez vus. Urinaire et fécale, l'hypothermie et la désorientation, surtout temporelle. Un trouble de localisation n'est pas aussi exceptionnel. En moyen terme, ce sont essentiellement les fractures qui nous intéressent. Il s'agit de la fracture de la hanche qui peut rapidement diminuer une mobilité chez le sujet âgé ou le rend assez diminué du point de vue fonctionnel. La hanche constitue une région de transition entre le membre inférieur et le tronc. Il s'agit aussi d'une zone qui est animée d'une très grande mobilité, s'exposant alors à un risque d'atteinte organique quand il s'agit d'une chute. Il y a les fractures qui peuvent intéresser le bassin. Surtout, la chute le plus souvent, l'endroit qui sera reçu au sol et le bassin. Il y a également les vertèbres qui, chez le sujet âgé, restent fragiles. Les côtes, le poignet, qui est aussi un site de réception en cas de chute, l'humérus, la cheville, etc. Il y a des complications respiratoires, nous n'allons pas donner des détails, et des complications à type surtout d'algodystrophie. Il s'agit d'une augmentation inopinée de la masse musculaire associée à des douleurs et à des signes neurologiques. Toujours à moyen terme, la rhabdomyolyse avec ou sans insuffisance rénale. Quand on fait une chute, on est reçu le plus souvent sur une masse musculaire, au niveau surtout des fesses. Donc cette masse musculaire peut être contuse. Donc cette contusion peut exposer l'organisme à un risque de libération de myoglobulines dans le sang. Ces myoglobulines ne sont pas filtrées au niveau rénal. Donc le plus souvent, on assiste à une insuffisance rénale myo-hémoglobinique. Il y a les plaies de pression, les plaies liées à l'alitement ou à une gravatisation d'un patient. Les bronchopneumopathies, ce sont des signes aussi de stase liés à un alitement prolongé, une déshydratation avec désordre hydroélectrolytique et un délirium qui peut majorer le tableau clinique. Toujours à moyen terme, ce sont les conséquences psychosociales surtout. Un stress de tomber à nouveau, il s'agit d'une complication dont vous avez sa description, le syndrome de post-chute chez le sujet âgé. Il y a une perte également de confiance, un retrait social, un confinement, c'est-à-dire un alitement dans une chambre close, un risque élevé d'évoluer également vers ce syndrome post-chute qui est un syndrome qui survient le plus souvent après une chute imprévue ou inopinée. Il s'agit d'une peur incoercible de réaliser à nouveau une chute. Donc nous avons dit également le syndrome d'immobilisation, qui est le confinement du chuteur, son alitement et sa gravatisation.
À long terme, ce sont les conséquences économiques. Vous avez vu, la triade ostéoporose, chute, fracture constitue un problème majeur de santé publique parce que cela nécessite un coût social énorme. Une vieille personne qui chute, il y a au moins derrière cette personne toute une famille qui se mobilise pour gérer les conséquences primaires, secondaires et tertiaires de cette chute. Nous allons à présent parler de la prise en charge. La prise en charge de la chute. D'abord, le but, c'est de traiter les conséquences de la chute. D'emblée, on est appelé à traiter, en tant que médecin, les conséquences de la chute. La correction des facteurs qui sont modifiables, que vous avez vu précédemment, ayant contribué à cette chute, et la prévention des récidives. Nous insistons sur la prévention. Cette prise en charge sera axée sur 3 étapes. La première étape consiste à stabiliser le patient, à stabiliser les lésions fracturaires pour minimiser au moins sa souffrance. Donc, il faut immobiliser par exemple une lésion fracturaire ou une simple entorse ou une contusion massive. La deuxième étape consiste à évaluer et à traiter les autres traumatismes nécessitant une évaluation immédiate. Donc, là, il s'agit de trier le patient s'il s'agit d'une urgence absolue ou pas. La troisième étape, c'est de déterminer la cause de la chute pour pouvoir axer la prise en charge autour d'une prévention. Quels sont les moyens que nous disposons alors pour traiter une chute? Nous avons d'abord des moyens médicaux. Mais nous, à notre niveau, nous allons nous intéresser d'abord à la santé osseuse. Ce nous amène à constater en fait d'autres moyens qui peuvent être utilisés ou disons amenés à traiter un chuteur. On fait appel alors, dans ces cas précis, à la pluridisciplinarité pour pouvoir passer la main si on a au moins une affection neurologique ou une affection cardiologique pouvant nécessiter une prise en charge particulière. Donc pour la santé osseuse, il s'agit au moins d'une prévention ou d'un traitement de l'ostéoporose. Nous avons dit que l'ostéoporose, c'est une baisse significative de la densité osseuse. Donc, on peut agir en recommandant de la vitamine D, une vitamine qui a des bénéfices supplémentaires sur la fonction neuromusculaire, ou préconiser un ensoleillement de ces patients pour accompagner la prise vitaminique. Il y a des antivertigineux qui ont, disons, peu de bénéfices ou dont la maniabilité reste controversée. Les moyens chirurgicaux. Il s'agit alors de la prise en charge chirurgicale d'une fracture par exemple. Une fracture dont sa prise en charge peut donner une mobilité rapide, c'est-à-dire peut autoriser un lever précoce. Il peut s'agir également d'une lésion musculaire dont sa prise en charge peut ramener et avoir un lever précoce. Et il peut s'agir également d'une lésion tendineuse telle que les entorses ou simplement d'une lésion nerveuse. Donc la prise en charge peut être amenée aussi à utiliser les ostéosynthèses. Les ostéosynthèses, c'est des procédés chirurgicaux qui consistent à rétablir par l'utilisation d'un implant chez un malade fracturé. Il s'agit alors de rétablir la continuité anatomique. Donc, en rétablissant la continuité anatomique, on peut permettre à un chuteur de reprendre la vie activement, d'avoir un lever aussi précoce. Il peut s'agir d'une arthroplastie, un remplacement articulaire. Le plus souvent, les vieilles personnes qui font une chute avec fracture du col, un âge supérieur ou égal à 65 ans, on est appelé à remplacer l'articulation. Parce qu'on n'obtiendra pas, dans tous les cas, une consolidation. Il faut une arthroplastie. Nous avons d'autres arthroplasties qui peuvent intéresser aussi les genoux. Il s'agit de la prothèse totale du genou. Le traitement orthopédique reste essentiellement
rare chez le sujet âgé, sauf un sujet devant lequel nous avons des contre-indications multiples pouvant s'opposer naturellement à toute possibilité de chirurgie. Nous avons la rééducation qui reste au centre de tout, qui est à l'épicentre de tout. Avec le rééducateur, nous allons agir en concert pour générer une posture normale sur ce chuteur. Nous avons les renforcements également musculaires qui sont souhaités pour pouvoir faciliter la locomotion. Nous avons vu pour tomber, il faut marcher, il faut avoir aussi une armature musculaire assez forte et conséquente. Il y a la proprioception qui est la perception de la sensibilité du pied dans l'espace. Il faut avoir au moins ce contrôle, c'est-à-dire être animé d'un contrôle permanent qui nous renseigne sur le déroulé du pied et le positionnement également du pied. Donc il s'agit d'un phénomène qui va restaurer alors l'équilibre. Il y a globalement la marche qui est à refaire chez le sujet âgé parce qu'à un certain âge, on perd certaines aptitudes qui facilitent la marche. Il faut alors apprendre à marcher ou apprendre à ces chuteurs à se tenir debout. Nous allons à présent parler des indications de ces lésions fracturaires pouvant accompagner une chute classique chez une personne âgée. Ces indications se réalisent au cas par cas. Nous ne pouvons pas, la liste certes n'est pas exhaustive, mais nous ne pouvons pas étaler dans ces cas précis, dans cet exposé, toutes les indications chirurgicales. Il s'agit alors de comprendre pour une fracture du col au niveau d'un sujet dont l'âge varie entre 65 ans et plus, il faut une arthroplastie. Si bien évidemment le sujet ne présente pas d'état associé pouvant contre-indiquer les gestes chirurgicaux. Il y a la rééducation qui reste à l'épicentre de tout, comme nous l'avons dit. Reste le chef d'orchestre pour rétablir l'équilibre et prévenir également le risque de chute. Il y a un adage qui dit « la vie est un mouvement, et le mouvement est aussi la vie ». Donc la vie, c'est le mouvement c'est la vie. Pour animer en fait un fait de vie, il faut être en mouvement. Pour être en mouvement, il faut être en vie. En somme, nous dirons sur les risques de chute que seulement quelques chutes sont rapportées dans les travaux qui sont même publiés localement ou même à l'échelle internationale. Vous avez vu le travail de Andia, il a rapporté 31% des cas de chute. Donc nous avons alors un complément à chercher ailleurs parce qu'il y a quelques rares cas de chute qui sont rapportés globalement dans la littérature. Les dépistages restent alors importants. Et devant tout chuteur, des interventions chirurgicales restent possibles. C'est aussi un défi, disons, à relever. Il faut alors un travail d'équipe pour ça. La prévention reste alors l'affaire de tous. Nous sommes au terme de notre présentation. Nous vous remercions pour votre aimable attention.